Allez, j'invite nos prochains invités, Francis Martin, Catherine Laine qui revient et Karine Marsili qui est avec nous également. C'est la première table ronde de cet après-midi pour parler des particularités des arbres. Alors, vaste question, hein, c'est très très ouvert, les particularités des arbres. Alors là, c'est pareil, on pourrait faire au moins tout un week-end là-dessus. En tout cas, on va avoir une demi-heure pour en parler avec vous trois. Et puis, bien sûr, recueillir toutes vos questions comme d'habitude, puisque le but aussi de notre rendez-vous, naturellement, c'est de pouvoir dialoguer tous ensemble, donc que ce soit vraiment interactif et que ça circule. Allez, Catherine Laine, faut-il vous représenter, enseignante-chercheuse donc en biologie végétale à l'Université de Clermont-Ferrand. Karine Marsili, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes arboriste grimpeuse. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots exactement quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites? À quel endroit? Comment ça se passe? C'est ouvert, logiquement. Les micros sont ouverts. Allez-y. Ils sont ouverts. Oui, oui. Alors, je suis donc d'une part arboriste grimpeuse depuis 20 ans. C'est-à-dire que Alors, quand j'ai commencé arboriste, on m'a dit que ça signifiait généraliste de l'arbre. Donc, je me suis dit, alors ça veut dire que nous sommes médecins des arbres si nous sommes généralistes. Et je me suis rendu compte que je faisais partie d'un gros corpuscule professionnel qui entre guillemets, massacre les arbres. Donc je me suis dit, j'ai pas fait ce métier-là pour ça. Donc depuis 20 ans, j'étudie des œuvres. J'ai commencé par Francis Allais, et puis Catherine Laine, et puis Francis Martin. Donc j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir... Vous êtes bien entouré, alors? D'être bien entouré. Ouais. Et je me suis aussi battue pour essayer de faire évoluer la connaissance de l'arbre dans mon département, qui est soumis très souvent à des grosses tempêtes. Quel est votre département? La Manche. Et les gens sont absolument paniqués par les grands arbres. Donc j'essaie de les rassurer au quotidien dans des interventions qui sont à la fois effectivement un besoin de rendre l'arbre esthétiquement joli pour qu'il soit appréciable, mais aussi de préserver la biodiversité et la santé des arbres. Donc je ne cesse d'apprendre tous les jours. Et dans ce cadre-là, pour expérimenter ce que je fais, je me suis battue par rapport à une extension d'élevage laitier à proximité de chez moi. Et j'ai réussi, après maintes combats, à acheter 25 hectares qui n'avaient pas été trop touchés, dans lesquels j'ai de très très vieilles haies bocagères. Donc j'ai l'ancêtre du bocage normand dans ma propriété et je suis en train de tester de nouvelles essences d'arbres. Alors je sais que ça peut être critiquable, mais voilà, des espèces que j'espère réussiront à mieux lutter contre des invasions parasitaires que je peux voir au quotidien, notamment des arbres que je vois mourir énormément, comme les frênes ou d'autres essences comme les ormes chez nous, qu'il y avait très souvent, enfin qui étaient très nombreux. Et donc, je classe ce site-là en obligation réelle environnementale pour en faire une zone d'étude que j'espère céder à des observations futures. Et puis Francis Martin, à votre gauche, docteur en physiologie végétale, génomicien, microbiologiste à INRAE. Francis, même chose. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur quoi vous travaillez pour qu'on comprenne bien d'où vous nous parlez? Alors moi, je passe ma vie sous terre. Et ça fait 40 ans que j'essaye d'explorer une partie de la forêt qu'on voit très mal, qui est cryptique, que d'ailleurs on a relativement peu vu sur les 2 dernières interventions. Quand on parle forêt, on parle tronc, houppier, canopée, mais finalement le système racinaire et tout le cortège d'organismes qui vit avec ce système racinaire est encore relativement exploré. On connaît peut-être mieux les océans profonds que les 50 premiers centimètres du sol. Donc c'est peu exploré. Ouais. C'est très peu exploré. Alors aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'inventorier toute cette diversité. Et donc voilà, je travaille sur ces interactions, sur ce système racinaire, sur ce monde souterrain, et comment les arbres interagissent, mettent en place des liens d'interdépendance avec tout ce cortège d'organismes, dont beaucoup de micro-organismes, comme les bactéries, les virus et les champignons. Donc, quels sont les rôles de ces micro-organismes, quels sont les rôles des insectes qui vivent dans les sols, et comment cette multitude, ce bestiaire, en fait, interagit avec les arbres. Et comment vous faites pour regarder dans la terre, alors? Alors, soit on a des endoscopes qui nous permettent aujourd'hui de poser des caméras sous terre, de suivre la progression du système racinaire. Mais nos travaux reposent essentiellement sur la génétique moléculaire, c'est-à-dire qu'on peut prélever
1 gramme de sol, une cuillère à café de sol, extraire l'ADN de ce sol et par des outils de séquençage massif, inventorier les espèces qui sont présentes. Alors ça veut dire 1000, 1500 espèces de champignons, 30, 40, 50 000 espèces de bactéries, peut-être 1 milliard de types de virus différents. Et voilà, on a aujourd'hui la capacité d'aller quasiment dans tous les écosystèmes terrestres de notre planète, de prélever un petit échantillon de sol et d'inventorier cette extraordinaire diversité. Et puis, évidemment, si on revient sur le même dispositif aux 4 saisons ou sur plusieurs années, eh bien, c'est faire la démographie, suivre, recenser et voir comment ces communautés d'organismes qui sont puissamment dépendants des arbres évoluent au cours du temps. Et vous travaillez dans le Grand Est en particulier, Francis Martin? La plupart des recherches que l'on conduit sont faites soit dans la forêt tempérée, donc dans le Grand Est, mais également dans le Massif central, un petit peu moins en Bretagne ou en Normandie. Et puis on essaye d'explorer ces écosystèmes qui sont encore peu connus. On a vu hier soir les forêts du Gabon, on a vu les forêts du Pérou. On connaît quasiment rien sur la diversité souterraine de ces écosystèmes exotiques. Et donc, on va parcourir les forêts de l'Afrique, de l'Asie, de la Chine en particulier. Et aujourd'hui, on s'efforce d'explorer des milieux encore plus difficilement accessibles. C'est l'Arctique, l'Antarctique. Faire des expositions en Patagonie, c'est compliqué, mais on commence à avoir la logistique pour aller explorer ces lieux mystérieux. Il y a des forêts en Antarctique? Il y a des forêts, peu de forêts, en tout cas il y a des plantes, et on a encore quelques petites forêts de saules nains. Avec le réchauffement climatique, d'ailleurs, les îles de l'Antarctique verdissent de plus en plus, et on voit apparaître des graminées, et on voit apparaître également des petites forêts naines d'arbres que sont les saules. Alors là, ils ne font pas 7 mètres. Oui, Ils font quelques centimètres. Tu retrouveras les mêmes dans les Alpes, en altitude, où on va trouver effectivement beaucoup d'espèces de saules nains, voire même ce qu'on appelle le saule herbacé, parce que son tronc est souterrain et n'apparaît à la surface que les feuilles. Donc on a là un arbre qui vit sous terre. Et c'est un saule quand même. Alors, est-ce que c'est un arbre? Il faut revenir à la définition qu'on a essayé d'en donner. Oui, vous parliez de 7 mètres quand même. Donc, ça, c'est la définition de base du botaniste, mais il est dans les exceptions. Ouais. Une question avant de parler des particularités. Est-ce que vous avez tous les trois, et c'est la question que je poserai à tous nos invités, un arbre totem ou pas? Francis Martin? Le chêne. Le chêne? C'est pas original, mais c'est quand même un arbre extraordinairement beau. Et dans nos forêts tempérées, c'est quand même un lieu de magie. Karine, dans le micro. Le cèdre, peut-être parce qu'il est très accueillant. Ok. Et Catherine? Alors moi, c'est Robert. C'est Robert? Oui. Et comment il va, Robert? Eh bien, il va pas mal. Oui. Il a perdu une grosse charpentière pendant cet été, une tempête estivale. Robert, c'est un chêne aussi. Parce que je réponds ça sur le ton de l'humour, mais pour dire que vous citiez finalement des espèces que vous aimez. Moi, c'est le hêtre, je dirais, parce que le hêtre, c'est l'espèce des forêts de moyenne montagne en Auvergne. Mais après, là, ça peut être aussi un individu. Et cet individu-là, ce Robert, je l'appelle Robert parce que Quercus robur, c'est son nom latin, le chêne pédonculé, et donc c'est devenu Robert, parce qu'il est particulièrement beau, en fait. En tout cas, pour ceux qui nous suivent également à distance et qui peut-être nous rejoignent à l'instant, n'hésitez pas aussi, vous pouvez participer à cette discussion, je vous rappelle, en posant vos questions avec le QR code que vous avez à votre disposition puisque vous avez réussi à vous connecter. Francis Martin, quand on parle de particularité des arbres, c'est tellement ouvert, par quel bout on commence alors? Qu'est-ce qu'on raconte autour de cette histoire? Je vais démarrer par le même bout, c'est-à-dire l'extrémité des racines. Catherine est là et Karine pour parler de la partie aérienne du houppier. Moi, ce que je trouve remarquable dans les arbres, c'est que dans une forêt, c'est que 50% de la masse végétale, de la matière vivante, eh bien, probablement même plus de 50% se trouve sous terre. Alors bien sûr, on pense aux grandes, quand on parle de Robert le chêne, on imagine les grandes racines charpentières, les grandes racines latérales qui vont architecturer l'arbre, ancrer l'arbre dans son territoire. Mais moi, les racines qui m'intéressent le plus, ce monde qui est encore une fois très mystérieux, c'est les 50 premiers centimètres du sol. C'est là où se trouvent probablement 90% des racines, plutôt des radicelles, des petites racines de l'arbre. Et ces racines, si elles sont dans ce premier 50 premiers centimètres, c'est vraiment la peau du sol et de la forêt. C'est parce que l'essentiel des éléments nutritifs, des nutriments, la tisane du sol,
c'est là. C'est dans ces 50 cm que se trouve l'humus, la matière organique qui est recyclée par les décomposeurs et dans lesquels les racines vont aller puiser les éléments minéraux indispensables à la croissance. Ça, c'est vraiment une constante à tous les arbres, hein. Ah oui, oui, tout à fait, à toutes les forêts. Alors peut-être que cette épaisseur peut varier, hein, elle peut être beaucoup plus petite parfois. Dans les milieux difficiles, le sol peut être parfois plus profond, atteindre jusqu'à 1 mètre, mais c'est l'essentiel des racines vont être là. Et c'est là que les racines vont interagir avec ce monde de la microfaune, de la mésofaune, des vers de terre, de tout ce bestiaire qui est en train de s'agiter pour décomposer la matière organique qui va alimenter la tisane du sol. La fertilité du sol va dépendre de ce mécanisme qui va faire passer les arbres vivants, ils sont tombés sur le sol, ils sont morts, et ils vont être décomposés et recycler toute cette matière-là. Pas d'une tisane, vous. Pardon ? Vous dites la tisane du sol. Oui, je trouve que c'est un terme que les pédologues utilisaient il y a une 50aine d'années, que je trouve assez séduisant, parce qu'en fait, le sol, c'est une éponge. Et l'eau entoure toutes ces particules dans le sol, et dans cette eau interstitielle se trouvent les éléments minéraux. L'azote, le phosphate, le potassium et bien d'autres molécules organiques. Et c'est dans cette solution du sol que les arbres vont aller puiser les éléments nutritifs. Donc comprendre comment ce système complexe fonctionne, moi je trouve que c'est ça qui est remarquable, encore une fois difficile d'accès. Donc c'est ce que vous dites, hein. Une des particularités, voilà, c'est ce monde invisible racinaire. Oui, c'est ça. Allez, ping-pong. Catherine Laine, particularité des arbres pour vous. De quoi vous avez envie de nous parler ? C'est moi qui choisis. Bon, je pense que une des particularités des arbres, pour moi, c'est le côté résistance et résilience, hein, comme je disais, mais peut-être parce que c'est mathématique de recherche. Mais cette capacité, enfin, je dis souvent, pour marquer les esprits, pour faire crever un arbre, il faut y aller quand même. Un peu d'eau de javel, pourquoi pas. Donc un arbre qui va être abîmé, qui va être penché, qui va être attaqué, s'il est en bonne santé, c'est-à-dire s'il est dans son cycle de vie, dans sa phase adulte et sa phase mature, il aura les ressources pour se reconstruire, pour surmonter le traumatisme qui est le sien. Quand on pense quand même qu'on peut tailler un arbre en trogne, l'étêter complètement, y revenir tous les 7 ou 8 ans, recommencer, et en fait, cultiver une forêt suspendue sur ce tronc, c'est quand même incroyable. Imaginons que je vous coupe la tête, Mathieu, je ne suis pas sûre qu'il y aura des petits Mathieu Vidard qui vont repousser au bout, n'est-ce pas? Donc on a cette capacité de résilience et de réitération qui est absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans ces particularités, et c'est en lien, finalement, est-ce que j'ai le droit de parler d'un individu arbre? Qu'est-ce que c'est qu'un individu arbre? Étant donné que je peux modifier complètement son corps, en le coupant, en le taillant, en le faisant tomber lorsqu'il va refaire ses axes verticaux, il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Est-ce que je peux parler d'individu alors que je peux couper ses axes, il en remettra en place d'autres? C'est une notion qui me fascine, ça, cette notion d'individu chez les arbres. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce terme-là? Karine Marcilly, vous qui êtes observatrice donc, des arbres, quelle particularité est-ce que vous observez? Alors moi, j'observe par rapport à ce que je lis aussi. Évidemment, j'observe, mais moi, ce que j'observe, c'est la qualité de coupe. J'essaie vraiment de suivre les bourrelets de recouvrement pour que les plaies, les coupes que je fais se referment totalement, pour qu'il n'y ait pas besoin de remplacer cet élément qui a disparu, parce que finalement, ce qui est extraordinaire, c'est cette multiplicité d'arbres sur un arbre. Alors j'agis souvent, moi, sur des très vieux sujets, donc j'agis, en fait, je suis toujours dans la forêt, au lieu d'être sur un sujet, et j'œuvre surtout pour les vieux arbres, et ce que j'essaye de faire passer comme message à mes clients, c'est déjà de le respecter en tant que ce qu'il est, l'accepter par rapport à son élévation, par rapport à son système racinaire, par rapport à son ombrage, c'est ce pourquoi il est là, mais de leur faire comprendre aussi la particularité de l'arbre de transformer l'eau, le gaz carbonique, tout ce qui est pour nous pollué, et qu'il soit capable de le recycler intégralement en nouvelles molécules d'eau pure qui n'a jamais été bue, ou en nouvelles molécules d'air, d'après ce que j'ai compris, et de le considérer comme notre meilleur ami,
et non pas comme une contrariété voisine, parce que je suis toujours en train de régler la particularité de l'arbre, c'est qu'il sème la zizanie entre les humains. Et d'ailleurs, dans quelles conditions vous coupez ces arbres en fait? Quel est ce travail? Vous parliez de vos clients. Comment est-ce que vous êtes amené justement à faire ce travail? Est-ce que vous, votre rôle, c'est d'essayer de le préserver au maximum et de négocier avec vos clients? Ah mais tout à fait. Si je fais ce métier-là depuis 20 ans, c'est pas parce que je leur casse la figure, hein, contrairement à ce que je peux voir, parce que souvent on me demande de retravailler après une taille qui a été faite, et je me demande quel a été le sens de cette taille, étant donné qu'il faut savoir que quand on réduit un arbre, pour compenser ce stress de perte d'auxine, l'arbre va recréer de nouveaux arbres là où on l'a coupé. Donc vous allez créer une forêt au lieu d'avoir un axe principal, et cet arbre, au lieu de pousser au niveau du sol, va garder son entité de pousse, mettons, de 15 mètres, et au lieu de partir de 15 mètres du sol, il va pousser de 15 mètres de là où vous le réduisez. Donc ça n'a absolument aucun sens. Donc j'essaye de vraiment toujours informer les gens par rapport à leurs demandes et de leur faire accepter leur arbre tel qu'il est, et de faire vous êtes la voix de des les arbres, rassurer, voilà, de au les maximum. rassurer surtout. Catherine Laine, vous souhaitiez rebondir? Non, je voulais compléter et approuver ce que dit Karine, c'est-à-dire, sauf si tu veux mener ton arbre en trogne. Exact. Donc là, à ce moment-là, tu chercheras à avoir plusieurs axes repartant de cette zone de coupe pour réaliser cette forêt suspendue, quoi. Alors, on utilisait ça dans le monde agricole, ce qui était intéressant parce que ça permettait de nourrir les animaux. Moi qui suis aussi éleveuse, je nourris donc mes bêtes parce que je préfère la taille, malheureusement, au printemps. C'est-à-dire aujourd'hui, on considère que c'est mal vu parce que c'est en période de nidification. Mais pourquoi je taille au printemps? C'est parce que l'arbre recrée énormément reforme son cerne blanc, son cerne de printemps, celui où il y a les canaux de sève. Donc dès que je taille au printemps, la multiplication des cellules se fait, ce qui fait que je ne laisse pas les plaies à nu tout l'hiver, et que l'arbre a moins besoin de récompenser ce qu'on lui a ôté parce qu'il a libéré les stocks de sucre pour repartir au printemps. Donc il est dans son équilibre hormonal plus que... Et comment vous quand on composez avec taille. les oiseaux alors? Alors, évidemment, je les vois, donc je ne vais pas m'amuser à couper une branche où il y a un nid dessus, on est d'accord. Francis Martin, autre particularité des arbres? Bon, on l'a un peu abordé dans la présentation, dans l'intervention de Catherine et dans celle de Laurent. L'arbre, c'est un méta-organisme, c'est un supra-organisme, un HLM, tu as dit. Je trouve que c'est peut-être plus noble de dire l'arbre-monde. C'est-à-dire qu'en fait, tous les êtres vivants, Marc-André l'a bien montré avec son livre Jamais seul, tous les êtres vivants sont accompagnés d'une multitude de partenaires. Mais les plantes aussi, toutes les plantes, aussi bien les plantes herbacées, aussi bien pissenlits. Mais les arbres, ils ont porté cette caractéristique à des dimensions phénoménales. Un chêne, un centenaire, il va héberger 2500 espèces d'oiseaux, de plantes épiphytes, de lichens, de microbes, et j'en passe, dont 350 de ces espèces ont coévolué avec le chêne, comme le disait Laurent tout à l'heure. Et si l'espèce chêne vient à disparaître, eh bien ces 350 espèces sont emportées dans le néant avec le chêne. Donc cette notion d'arbre-monde, de voir un arbre comme un univers, je pense que ça c'est indispensable. Et là c'est vraiment remarquable. Une forêt, c'est un archipel de monde, d'arbre-monde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'organisme? Donnez-nous quelques exemples autour d'un arbre, par exemple. Regardez sur l'écorce, il y a toujours des petites taches blanchâtres, les lichens, qui sont eux-mêmes une symbiose entre les algues et les champignons. Vous avez des mousses, évidemment, à chaque l'empattement des arbres qu'on a vu tout à l'heure, l'empattement des forêts, des arbres, pardon, dans cette forêt, c'est des mousses. Les fougères qui peuvent éventuellement être présentes. Et puis dans chaque crevasse, chaque gerçure de l'écorce, on va avoir des dizaines d'espèces de champignons, de bactéries, d'araignées. Et donc on a sur les feuilles, on parlait de phylosphère tout à l'heure, donc il y a là aussi plusieurs centaines d'organismes qui vont vivre sur la feuille, interagir. Alors ce n'est pas simplement des
des organismes qui sont posés là et qui vivent leur vie. Ce sont des organismes qui vont interagir très intimement avec le fonctionnement de l'arbre, qui vont altérer leur système immunitaire, qui vont modifier leur balance hormonale et qui ont certainement un impact très fort sur la croissance, le développement et la physiologie de ces arbres. Donc il faut bien voir que ces arbres sont totalement dépendants de ce cortège de partenaires et d'organismes. Et ils ont évolué, les chênes sont apparus probablement il y a 56 ou 58 millions d'années sur notre planète. Eh bien, ils ont coévolué avec ce monde, avec ce cortège d'organismes, tout au cours de ces millions d'années. Et lorsque ces organismes, puisqu'ils dépendent de l'arbre, font face particulièrement à la mort d'un arbre ou à sa coupe, est-ce que ce sont justement des milieux, une biodiversité qui arrive à se réadapter immédiatement après ou pas? Immédiatement, peut-être pas, mais en tout cas, ou après une coupe, J'essaie de il y a garder recolonisation des nouveaux organes qui vont apparaître au printemps ou au printemps suivant, oui. Catherine Laine, vous parliez de résilience tout à l'heure. Oui. On peut imaginer aussi la résilience de cette biodiversité autour de l'arbre, hein, ou pas? Alors certainement, et je rebondis sur ce que disait Francis à la fin, donc cette biodiversité, elle va coloniser tous les axes, toutes les feuilles, toutes les racines qui réapparaissent suite à une coupe, suite à une casse, etc. Et dans la résilience de l'arbre, il y a la résilience de tous ses partenaires qui vont recoloniser ces nouveaux axes dès qu'ils apparaissent en fait. Et ce sont des phénomènes qui agissent rapidement ou il faut quand même un certain temps pour qu'il y ait une recolonisation? Je ne saurais pas vous dire, mais j'imagine que, étant donné que ça doit quand même être assez rapide quand on pense à la naissance d'une radicelle, d'une petite racine fine. Dès que cette racine apparaît dans le sol, elle est colonisée dans les heures qui suivent. Oui, tout à fait. Et donc j'imagine que cette dynamique, elle est quand même assez violente au niveau de ces axes, oui. Alors, pour poursuivre notre discussion sur les particularités, vous l'avez également évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est la plasticité de l'arbre. Est-ce que vous souhaitez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, cette plasticité, je l'ai soulignée pour indiquer et alerter finalement sur le fait qu'un chêne ne ressemble jamais à un autre chêne. Un arbre ne ressemble jamais à un autre arbre de la même essence. Dans cette plasticité, il y a une part génétique, c'est-à-dire que chaque chêne a son patrimoine génétique de chêne, mais ce patrimoine génétique, il est légèrement différent d'un chêne à l'autre, parce qu'il y a des formes de gènes qui varient d'un chêne à l'autre. Alors si je parle chinois, il suffit de vous regardez votre voisin, vous verrez qu'il ne vous ressemble pas. Parce que, pareil, on a tous le même patrimoine génétique, mais nous avons des formes de gènes, ce qu'on appelle des allèles, qui sont légèrement différents d'un individu à l'autre. C'est pareil chez les arbres, et ça, on n'en a pas conscience en général, parce qu'on ne les regarde pas très bien. Voilà. Donc cette plasticité, elle est d'abord génétique, mais elle est aussi liée à l'environnement. C'est-à-dire que ce patrimoine génétique va s'exprimer dans une certaine voie, va donner une architecture qui sera en lien vraiment avec l'environnement de l'arbre, c'est-à-dire ses conditions d'éclairement, son régime de vent courant, l'épaisseur de sol dans laquelle il vit, etc. Et je montrais en illustration dans la conférence, voilà, c'est assez net de voir la forme d'un chêne, d'un arbre en futaie, entouré de congénères, et la forme d'un arbre isolé. La forme en futaie, c'est une forme forcée par le forestier, parce qu'on veut des longs troncs pour faire des grandes planches. Donc on va forcer la densité de culture, en fait, hein, on va l'augmenter simplement pour que la compétition pour la lumière impose à l'arbre de pousser le plus vite possible en hauteur, quoi. Francis Martin, les arbres sont des nomades climatiques. C'est une autre particularité, ça, des arbres? Alors, encore une fois, les arbres ont partagé cette capacité de s'adapter à leur monde, et à leur monde qui se modifie aujourd'hui, très vite, oui. en migrant, en se déplaçant. Alors, ce n'est pas l'arbre qui se promène sur ses petites racines, hein, mais c'est les glands du chêne qui vont être emportés par les corvidés et petit à petit vont aller coloniser d'autres territoires. Mais je crois que c'est vraiment une dimension, une des particularités pour moi des arbres et des forêts, c'est leur pérennité. C'est le fait que quand ils s'installent,
ils vont modifier et impacter l'écosystème, le monde sur lequel ils s'installent pendant des centaines d'années, peut-être même pendant des milliers d'années. Donc ça va profondément sculpter les paysages, ça va profondément modifier les sols et l'environnement. Donc le fait qu'aujourd'hui l'homme, les activités humaines aient accéléré les modifications climatiques, eh bien ces forêts, ces arbres sont pris au dépourvu. On ne sait pas vraiment aujourd'hui, nous les scientifiques, et on travaille beaucoup sur ça, c'est vraiment une des activités principales de la recherche forestière aujourd'hui, c'est de comprendre, de diagnostiquer l'impact du changement climatique sur les forêts. Comment vont-elles s'adapter? Je crois qu'il y aura un débat plus tard dans la journée et demain, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ces arbres, sur ces forêts. Vont-elles migrer vers le nord? On sait qu'elles montent vers les cimes. Qu'aujourd'hui, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, les forêts ont grimpé d'à peu près 200 mètres en 20 ans. Donc c'est considérable. Et en même temps, ces arbres, ces nomades climatiques, ils migrent avec leur cortège d'êtres vivants qui dépendent d'eux. Et ça, on a du mal aujourd'hui à appréhender ces modifications et si les arbres vont être suffisamment résilients, les arbres et les forêts, pour pouvoir créer un monde différent dans 50, dans 100 ans, dans 200 ans, auxquels ils pourront s'adapter. C'est aussi une migration qui peut être accompagnée et assistée par la main de l'homme. Ben voilà, c'est ce que Laurent disait tout à l'heure, où à l'ONF, il y a des programmes comme le projet Giono qui vise à faire de la migration assistée. Mais il faut le faire avec beaucoup de prudence parce que je pense qu'on l'abordera aussi dans la suite des débats. Est-ce qu'un arbre, il faut aller le chercher dans le sud de la France ou aller le chercher en Turquie, en Arizona, dans l'Atlas marocain? Que se passe-t-il quand on importe une espèce exotique en France? Est-ce qu'on ne va pas apporter avec cette espèce d'arbre tout un cortège de parasites? Est-ce qu'il va venir avec ses microbiotes, ses symbiotes? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On doit rester extrêmement humble face à ces... Et vigilant, donc, par rapport aux actions menées. Oui, j'allais dire la même chose. Francis m'ôte les mots de la bouche en général. Donc, on parle d'une même voix. C'est-à-dire que la migration assistée, oui, c'est une idée d'aller chercher des semences de hêtres, donc d'arbres autochtones, mais en limite de leur aire de répartition naturelle, vers le sud de la France, et d'aller les replanter chez toi, Francis, dans le Grand Est. Souvent dans le Grand Est, d'ailleurs. Le projet Giono, c'est ça. Mais quand on fait ça, c'est une semence qu'on déplace. Et donc, est-ce qu'on va déplacer les cortèges de micro-organismes, les cortèges d'espèces qui vont avec ces arbres-là? Là, lorsque les arbres migrent naturellement, c'est toute une forêt qui migre, accompagnée de son cortège floristique. Quand on va chercher une espèce quelque part et qu'on l'amène, on le retire de son milieu, on retire cette essence de son cortège floristique et on l'amène quelque part. Eh bien, parfois, ça peut être délicat. Francis. Ce que l'on souhaite, je pense, on est nombreux dans la communauté scientifique qui travaillons sur les forêts, ce que l'on souhaite, c'est qu'il existe déjà aujourd'hui dans les populations d'arbres. Tu l'as bien dit, en fait, une forêt, c'est un assemblage d'individus, et on espère que dans ces forêts, aujourd'hui, dans ces chênaies, dans ces hêtraies, il y ait déjà des individus adaptés à un climat futur. Donc, dans ces milliers, ces dizaines de milliers de plantules que l'on voit au printemps dans une forêt, dans une chênaie, dans une charmée ou dans une hêtraie, mince, il doit avoir parmi ces 10-15 000 individus un qui a déjà le potentiel génétique, physiologique, écophysiologique pour s'adapter à un climat plus aride, plus méditerranéen, y compris dans le Grand Est. Notre souhait, c'est plutôt ça, je pense, plutôt d'aller chercher en Arizona ou en Turquie. C'est qu'au sein même de la forêt, il y a déjà des individus. La plasticité physiologique et génétique des arbres est probablement suffisante. Ce sont des êtres, les arbres, le chêne en particulier, extrêmement polymorphes sur le plan génétique. Mais vous dites probablement, donc il faut encore parler au conditionnel. Et je pense que Francis est très optimiste, et c'est bien, moi j'aime bien les optimistes. Mais le problème, c'est que ce réchauffement climatique, il s'accentue de plus en plus. Il va très vite, en fait. Et les individus résistants qui sont apparus naturellement dans une régénération naturelle seront-ils encore adaptés dans 10 ans avec 1 ou 2 degrés de plus, tu vois? Parce que les choses vont trop vite. À mon avis, ça va trop vite, oui. Karine Marsili, allez, encore une particularité, vous, arboriste, grimpeuse, qu'est-ce que vous observez d'intéressant à nous raconter? Quand on grimpe tous les jours dans les arbres, eh bien que c'est grâce à eux qu'on peut avoir un cadre de vie exceptionnel.
C'est grâce à eux qu'on peut avoir un environnement viable et qu'ils ont cette particularité, c'est que je ne connais pas beaucoup d'autres organismes vivants qui nous apportent autant qu'eux. Donc voilà, c'est parce que je ne suis pas du tout scientifique, je ne suis que observatrice. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà faire de la science quand même, d'observer. Mais depuis 20 ans, oui, que je les côtoie au quotidien, je les remercie tous les jours de tout ce qu'ils nous apportent. Donc, Vous grimpez sur tous les types d'arbres possibles? tout type d'arbres possible. Ouais. Oui. Et jusqu'à quelle hauteur vous pouvez aller? J'ai fait la profession d'écureuil en Allemagne, à Kandern, dans des grands Douglas, pour aller chercher les cônes qui allaient servir à planter des forêts de Douglas. À quelle hauteur? 68. 68 mètres de hauteur. Le rêve. Ouais. Et avec quel, Le rêve. avec quel matériel vous grimpez? Avec des cordes, des harnais et des nœuds autobloquants à l'époque, parce que c'était Et encore les ongles et les dents. Voilà. Ouais. Voilà. Et écureuil, évidemment. On voit vos mains hein, qui sont puissantes. Hein. Oui, bon, j'en Parce qu'il perds un faut, peu, à 50 ans, on commence à fatiguer un peu. Mais... Ouais, mais il faut quand même... Francis, vous voulez réagir? Ah non, mais moi j'ai toujours rêvé, on l'a vu hier dans le film de Francis Allais qui était assis sur un arbre gigantesque à 50 mètres de hauteur. Moi qui vis avec les racines, je suis une taupe. Donc, mon rêve, c'est de venir avec toi, Karine, et de pouvoir grimper et de m'asseoir là-haut à 50 mètres et d'écrire mon prochain livre là-haut à 50 mètres. C'est ça. Avec très grand plaisir, parce que j'adorerais aller sous les racines de mes chênes. Donc on a la taupe, on a l'écureuil, et Catherine, c'est quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Il faut vous vous trouver un rôle, hein, parce que là... Et moi, j'aime bien aussi grimper. Donc, on a besoin d'écrire la fable. Hein. Ah, bah, la fontaine, alors. Oui, exactement. On va passer à vos questions avant de marquer une petite pause, parce qu'on a aussi envie de vous entendre. Alors, qui souhaite intervenir? Monsieur, on va vous passer le micro. Et puis ensuite... Un promeneur en forêt, il admire les oiseaux, il admire un cerf comme les photos qu'on a vues du concours hier, mais ce qui est beaucoup plus admirable, et vous avez très bien expliqué ça, c'est sur quoi on marche en forêt. Ça, c'est beaucoup plus extraordinaire, d'abord en nombre d'individus et en rôle dans la vie vraiment des arbres. Alors, ce que je voulais poser comme question, c'était une sorte de géographie des humus. Parce qu'en fait, de même qu'il y a une géographie des sols, eh bien, les sols qui sont des sols riches, avec des lombriques par exemple, la biodiversité floristique et faunistique n'est pas du tout la même que dans des sols acides, des podzols, oui, etc. Ou au contraire, même de l'autre côté, des sols sur renzine qui sont beaucoup moins épais et qui ont des qualités chimiques complètement différentes. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, je ne veux pas prendre de temps, hein, au contraire, tout ce que vous nous avez expliqué, c'était passionnant, à propos des changements climatiques ou des évolutions des arbres qui bougent, ou des arbres qui sont impactés par les changements climatiques. En Haute-Normandie, nous avons plusieurs choses qui sont caractéristiques. C'est le problème du hêtre, puisque c'est un arbre de moyenne montagne qui, jusqu'à présent, profitant des pluviosités importantes par exemple de la forêt de Lyons, etc., en monoculture en plus de hêtre, commence à être vraiment inquiétant pour l'Office des forêts. Par contre, de l'autre côté, on a, dans le sud de l'Eure, où on a des précipitations beaucoup plus faibles, où on a eu des arrivées, il y a environ 8000 ans, de plantes, on va dire, méditerranéennes, et où on a aujourd'hui une plus grande vivacité du chêne pubescent, qui est le chêne du Midi. Oui, mais c'est le conflit des deux frères ennemis. Hein. Le chêne et le hêtre sont là en permanence. Si le forestier n'aidait pas le chêne, en coupant les hêtres, il disparaîtrait. Le hêtre est vraiment une espèce qui a un tel ombrage qu'elle a vite fait d'éliminer ses compétiteurs. Mais ce que vous remarquez dans votre région, c'est un petit peu ce que les cartes prédictives basées sur les modèles climatiques nous annonce, c'est-à-dire qu'en 2050 ou en 2100, il n'est pas impossible que le hêtre, la surface où le hêtre peut s'installer,
soit réduite de 80% et que les hêtres soient contraints de vivre dans les massifs montagneux parce que le climat sera de type méditerranéen. Et puis il y en a d'autres qui vont tirer leur épingle du jeu, le chêne pubescent, le chêne vert. Donc ça, c'est encore une fois basé sur des modèles climatiques et des modèles de croissance des arbres qui auront besoin d'être modifiés pour tenir compte de leur physiologie et de leur résilience potentielle. On ne vous entend pas, monsieur. Le hêtre arrivait beaucoup plus tard, oui, dans vos régions. Madame, une question. Bonjour, moi j'ai une question extrêmement précise sur les chênes. Je suis là. Les chênes, il y a une tendance à vouloir faire de la truffe chez soi et donc de plus en plus de chênes mycorhizés qui peuvent être achetés en pépinière. Oui. Est-ce que ça risque de désorganiser ce qui se serait mis en place naturellement auprès des chênes? Est-ce que leur pousse va être différente? Est-ce que voilà. Oui, c'est vraiment alors les collègues qui font de la trufficulture, en fait, de la mycorhisation contrôlée, c'est-à-dire introduire sur le système racinaire de jeunes plants de chêne ou de noisetier un inoculum, du mycélium de truffe noire du Périgord ou de Bourgogne, maintenant même la truffe blanche du Piémont, on peut l'inoculer aux arbres. En fait, souvent, ces truffières sont installées sur d'anciennes terres agricoles, très souvent sur des anciens vignobles. Parce qu'en fait, si vous introduisez vos plants mycorhizés par la truffe dans une forêt, dans une clairière forestière, les compétiteurs sont tellement abondants que la malheureuse truffe inoculée elle est éliminée en moins d'une année. Donc en fait, il n'y a pas trop de risque que la truffe sorte de son verger à truffe, parce qu'en dehors de ça, elle n'est pas très compétitive par rapport aux autres champignons. Donc c'est un processus qui est relativement bien maîtrisé. Alors, autre question. Oui, Alors, bonjour. Il y a une question en ligne sur la communication entre les individus au sein d'une forêt, intraspécifique ou interspécifique. On a entendu parler donc de communication, voire même d'intelligence de l'arbre. Que pouvez-vous nous dire des recherches actuelles? Que sait-on sur le sujet? Merci. Alors, le vaste sujet de la communication. Alors, donc oui, vaste sujet, vaste question, et beaucoup de choses écrites et lues qui vont un peu trop loin par rapport à ce que la recherche connaît. J'évoquerai peut-être de mon côté l'éventuelle communication des plantes par la voie aérienne, qu'on a un peu vu dans le film hier soir où on voit les arbres émettre dans l'atmosphère des tas de composés organiques. Ça, c'est parfaitement établi. On connaît ces composés organiques volatiles. On sait que les arbres en produisent des bouquets. On peut mettre en évidence que le bouquet odorant produit par ces arbres varie selon l'état de santé de l'arbre, d'ailleurs. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La communication, après, c'est-à-dire, il faut vraiment savoir de quoi on parle. C'est-à-dire l'émission d'un message par un émetteur, un arbre, ce message reçu par un arbre voisin qui va déclencher une réponse. Alors, dans les études publiées, depuis les années 80, on a bien montré que les plantes émettent des substances qui peuvent être perçues par les voisines et que ça déclenche chez elles des réponses, par exemple réponses de défense, si c'est des substances qui sont impliquées dans la réponse au grignotement d'une chenille, par exemple. Donc on a des éléments qui ont bien été prouvés. Par contre, moi, je mets quand même toujours un bémol, parce que cette communication, est-ce qu'elle est réelle? C'est-à-dire, est-ce que véritablement, elle sert à l'arbre à prévenir ses voisins, comme on lit souvent? Est-ce que les arbres sont altruistes, en d'autres termes? Est-ce que lorsqu'ils sont attaqués par une chenille, il faut absolument prévenir les voisins? Ça, personne n'en sait rien. D'ailleurs, il y a des équipes de recherche qui ont montré que les messages produits par les arbres sont très vite dilués dans l'air et que les plantes, en gros, deviennent sourdes dès qu'elles sont éloignées de 50 cm de la plante émettrice. Ça, c'était sur de la petite plante, ce n'était pas sur du grand arbre. Hein. Parce que là aussi, je voudrais souligner la difficulté d'expérimentation ou d'expérimenter sur des grands arbres en forêt. Toutes les études que je vous cite, c'est des études en laboratoire, entre deux plantes toutes petites, chacune dans son pot, dans une pièce de taille réduite. Et est-ce que de ce système de laboratoire, je peux sortir l'idée et généraliser au fait que les arbres papotent dans les sous-bois? J'en sais rien. Et donc je disais, je terminerai, je te donnerai la parole pour le sous-sol, Francis, si tu veux. Mais en gros, il y a d'autres équipes qui ont montré
que cette communication était très vite perdue, hein, très, très vite diluée. Et donc, ils ont émis l'hypothèse, et je la trouve aussi valable, que cette communication était une communication pour la plante elle-même, pour l'arbre lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, une feuille attaquée par une chenille va émettre des composés volatiles qui vont baigner les feuilles voisines et finalement les mettre en état d'alerte très rapidement, beaucoup plus que, comme le disait Laurent, par la circulation d'hormones par l'intérieur. Et que donc cette communication, elle est destinée à la plante elle-même pour la mettre en alerte rapidement et qu'elle déborde et qu'elle peut être entendue et reçue par des plantes voisines qui sont un peu comme des espionnes qui reçoivent des messages qui ne leur sont pas destinés. Voilà, donc entre les deux hypothèses, la communication et l'altruisme, ou bien la plante qui communique pour mettre en alerte tout son système, on appelle ça la communication systémique, je trouve que les deux interprétations se valent et je ne suis pas capable de trancher entre les deux. Donc je préfère faire preuve d'un peu d'esprit critique en disant je ne sais pas finalement. Francis Martin. Oui, je souscris complètement. Je vais reprendre un terme de notre collègue Martin Hale, qui est à l'Université de Mexico, qui est vraiment le grand spécialiste de la communication entre les plantes par le biais de ces composés volatiles. Il dit que les plantes soliloquent, mais ne dialoguent pas. C'est-à-dire que la plante se parle, que ces composés volatiles servent bien, comme tu le disais, parfaitement pour la communication interne de la plante, entre les différents étages de la plante, mais au-delà de 50 cm, au-delà d'1 mètre ou deux, probablement que ces signaux sont perdus, sont dilués parmi les milliards de signaux qui sont émis au sein d'une forêt. Donc la communication entre les arbres au sein d'une forêt a encore besoin d'être démontrée scientifiquement. Mais on aura peut-être Bastien qui nous en parlera plus tard. Et puis finalement, juste à l'heure. Voilà, juste après. Brièvement, communication potentielle par les réseaux de champignons souterrains, les champignons mycorhiziens qui ont leur toile souterraine et qui sont capables de connecter différents arbres les uns aux autres. On sait que ce réseau existe physiquement. On a pu démontrer qu'une dizaine d'arbres pouvaient être connectés par un seul bolet jaune, par exemple, ou par un cep. De là à dire que des signaux transitent par le biais de ce réseau, de cet Internet souterrain pour alerter l'ensemble de la forêt, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique. Donc on reste très prudent, mais c'est devenu, suite à la polémique qui existe à la fois dans les médias, mais également dans la communauté scientifique, eh bien, beaucoup d'expériences sont en train d'être mises en place, in situ en forêt, pour essayer de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse de signaux qui transiteraient à travers la forêt. Karine, donc on est sur le front de science. Pour le mot de la... Moi, je dis juste parce que j'avais entendu, lorsque j'étais formée il y a 20 ans, qu'on avait découvert sur des acacias qui communiquaient, parce que suite à un grignotage par des impalas qui étaient morts, on s'était rendu compte que les feuilles étaient devenues toxiques et que sans avoir été grignotés, des acacias situés assez loin avaient développé cette toxicité avant même d'être touchés. Donc on s'était dit que par la photosynthèse, il y avait peut-être des libérations, je crois, de photons qui étaient captés, enfin, je ne suis pas scientifique, hein, mais que l'information était captée par les feuilles d'autres arbres. Faites gaffe parce que vous êtes surveillés là, par les deux scientifiques là autour de vous. Et Catherine a commencé déjà à sortir ses griffes. Parce que c'est amusant de t'écouter quand même, Karine, parce qu'on sent, là, il y a une histoire qui date de 1980, des années 80, puis on sent qu'il y a des choses qui se rajoutent dessus. Et vous savez, vous connaissez le téléphone arabe, hein. Et finalement, quand l'histoire est racontée, à l'issue, c'est plus du tout la même histoire, quoi. Donc, on ne va pas s'attarder sur les acacias et les koudous, puisque c'était des antilopes au départ. Ouais. Voilà, bon, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire-là, il n'y a pas grand-chose de prouvé, là aussi. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un très joli article qui a été écrit par un prof de SVT, qui a un petit peu répertorié tout ce qu'on savait à l'époque. Il est déjà ancien, cet article, il a peut-être une dizaine d'années, mais il est très, très intéressant. Et pour le trouver, vous allez taper dans votre barre de recherche, celle que vous voulez, vous tapez Tela Botanica, qui est le nom du réseau des botanistes français, Tela Botanica, et vous rajoutez Koudou, K-O-U-D-O-U, et vous allez tomber sur l'article de ce collègue qui, en fait, décortique toute l'histoire. Et il est passionnant, son article. Et on adore qu'on nous raconte des histoires, donc c'est toujours très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On vous applaudit chaleureusement. Merci beaucoup. Merci.